je vais présenter rapidement ce cadre. Ça me paraît important peut-être pour que le travail puisse être, pour que Zoé et Noémie puissent se concentrer sur l'explication de ce qu'elles ont fait précisément. Ça va me permettre de vous parler un petit peu de l'école de Saint-Étienne aussi. Voilà, on est en pleine refonte du programme pédagogique à l'école de Saint-Étienne avec une réorganisation du master. Un nouveau master qui va s'inscrire dès l'année prochaine qui s'appelle Transition, un nouvel domaine d'études, et dans lequel j'ai fait une proposition d'inscrire un semestre 8, donc en master 1, projet d'architecture, dans le cadre de ce domaine. Cette année, on est donc dans une année transitoire avec un atelier qui est constitué de plusieurs anciens ateliers, on va dire. Donc 2 étudiantes qui sont là ont choisi Dunkerque que j'ai proposé comme étude. Elles sont montées pour vous montrer un petit peu là où elles en étaient. Ce semestre, cette année, qu'on avait appelé le sol, la carte et l'architecte, il est destiné à terme à s'appeler ce que l'architecture doit au sol. Je vais vous lire très très rapidement le cadre, c'est ce qui sera probablement le plus rapide. Un monde, c'est ce qui émerge du rapport entre l'homme et la terre, nous dit Kenneth White. Le monde dont nous héritons s'est constitué dans un rapport de domination de l'homme sur la terre. Ce rapport trouve une expression éloquente dans la production du bâti, quelles qu'en soient les échelles, et de fait dans les pratiques de l'architecture, comme dans la discipline architecturale. Si l'architecture est particulièrement bavarde pour s'interroger sur notre monde, c'est probablement parce qu'elle entretient un rapport intime avec le sol, épiderme de la terre, qui rend possible l'architecture. Elle s'y pose, elle s'y fonde, elle s'y imprime. Ce sol permet aussi son expression matérielle. Le sable du verre, le granulat des routes, l'argile des briques, le minerai des profilés, l'humus qui nourrit le bois. Vitruve l'évoquait déjà dans sa théorie des éléments premiers dans le livret 2 des Architectura. Alors les objectifs de cet atelier se concentrent sur des 3 notions structurantes, qui est l'entrelacement des échelles, de travailler tant la matière que l'édifié, le paysage ou l'infrastructure et sans ordre particulier. Le sol, pour apprendre à dépasser la notion de terrain comme surface technique neutre, pour l'envisager comme préalable à l'art architectural. Le sol, toujours comprendre les enjeux des systèmes de droit qui régissent l'occupation du sol. Et puis, savoir envisager l'acte architectural comme une question tellurique. Ensuite, deuxième grande notion qui est abordée dans cet atelier, c'est édifier. Comprendre qu'avec la conscience d'un monde limité à une sphère, le rapport entre le tout et les parties doit s'établir à partir de nouveaux paradigmes, en pensant d'abord cycle, ressources, matière, et s'exercer ainsi à l'inversion scalaire dans le processus de projet, tout en gardant dans le viseur que l'architecte s'intéresse à l'oikos, particulièrement dans son expression matérielle, c'est-à-dire d'artefact. Il en a la responsabilité d'achèvement, mise en forme, mise en œuvre. Dans cet atelier, le sol sera à double titre ressource dans l'acte architectural, foncière et matériel. L'atelier propose une pédagogie concentrée sur la problématisation du sol dans le projet d'architecture. Il se déploie chaque année sur un territoire urbain, périurbain, concentré sur un fragment, figure paradoxale aux identités multiples, pour y déceler des situations singulières, inclassables, expressives de transition. Sol malmené, fragmenté, abandonné par, mais aussi abandonné à. Il s'agit de comprendre avec les étudiants ce qui s'y joue, comment et pourquoi l'architecture, au sens d'édifice et au sens de discipline, y a une place, en s'appuyant sur 2 postulats dans l'acte architectural. L'architecture, c'est aussi le sol, mais surtout le sol. Et face à des ressources comptées dans un monde fini, les éléments d'architecture sont les nouveaux principes de composition du projet architectural. Donc, on a, voilà pour vous donner le cadre général dans lequel s'inscrivent les 2 étudiantes qui sont en train de travailler. Comme vous pouvez le voir dans le programme, il était intitulé Errance autour du GR20, je crois, je ne sais plus quel est l'intitulé, qui était un intitulé que j'avais donné à Emmanuel. Voilà. Qui est le cadre que j'ai donné aux étudiants pour commencer le travail, puisque commençant dans une errance cartographique,
toujours très distancié du réel. Il s'agit de donner un bornage ou un cadre qui était le GR. Et puis, l'intuition les laissant porter leur attachement à d'autres sites dont elles vont nous parler, on s'est éloigné progressivement du GR20, donc on ne vous parlera pas du GR20. Et ça fait partie d'ailleurs de cet atelier de laisser place à l'intuition et de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de l'errance cartographique, prendre le temps de penser aussi un programme comme levier fictionnel d'une situation de transition. On a deux étudiantes qui ont travaillé sur Dunkerque de façon extrêmement large. Elles vous expliqueront l'entrée qu'elles ont choisie pour travailler sur Dunkerque. Chacune, choisissant un terrain, a travaillé sur une fiction, qui est une forme de provocation, une hypothèse hors sol pour l'instant, puisque aujourd'hui, enfin, on se retrouve à Dunkerque, et forcément, ça va faire bouger énormément de choses, ça va remettre énormément de choses en question. On l'espère, elle l'espère, et surtout prendre la mesure essentiellement de l'échelle et de la dimension des choses. On a parlé de ce territoire extrêmement distendu, on s'en est rendu compte dans l'annonce cartographique, mais je pense que l'arpentage et la fatigue que vous allez ressentir lors des marches vous fera prendre conscience justement de la distension de ce territoire. Combien de kilomètres? 40 kilomètres? En tout, écoutez, je ne sais pas, mais bien 20 km, non, je sais pas. Voilà, donc on est en plein travail, vous l'avez compris, c'est pas une étape de rendu, il n'aura pas été demandé comme aux étudiants du séminaire une présentation formalisée, mais plutôt un point d'étape par rapport à cette réflexion qu'elles se sont faites sur ce territoire dunkerquois. Alors, on va recommencer du coup par rapport à l'analyse, donc le départ de notre travail. Donc on est parti sur un territoire bien plus large que justement juste Dunkerque, donc qui couvre de Gravelines jusqu'à la fin de Dunkerque. Et donc on a commencé par étudier donc, beaucoup de cartes et sous différentes façons. Et donc on a commencé à se plonger vraiment dans le sol par rapport à l'eau. Et avec tout ce territoire humide, et on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un maillage au niveau justement du territoire par rapport à des watering, donc qui sont justement tout ce système de drainage des zones humides, et avec également un système d'ouvrage d'art qui permet, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'extraire les eaux de la terre vers les eaux marines, avec un système de pompage, des écluses, et avec justement ces risques et aussi ces enjeux par rapport à le manque de topographie, le nivelé justement très très faible des terres, et donc les marées également qui viennent entrelacer un peu les deux systèmes d'eau de la mer et de la terre, et donc qui viennent créer aussi toute une machine pour habiter la terre, une zone humide. Donc sur cette carte, on voit pas bien, mais on a essayé de détailler tous les ouvrages d'eau, avec également la façon dont l'eau était contenue dans ces réseaux, donc avec tous les watering qui étaient dits plus naturels et justement moins bâtis, et aussi donc les ouvrages très artificiels. Je sais pas si tu peux... Du coup, on a aussi mis en place un atlas des ouvrages d'eau et de tous les types d'eau en fait qui pouvaient exister à Dunkerque. Et donc on remarque, voilà, comme le disait Noémie, qu'il y a des ouvrages qui sont très contenus, qui sont notamment liés à l'industrie portuaire, et d'autres qui sont qui peuvent déborder, où il y a quelque chose d'un petit peu plus de l'ordre du marécage ou du marais, et donc qui ont une autre consistance en termes de sol. Ensuite, pour justement venir confronter l'eau à la façon dont le territoire était habité, on est venu la confronter avec le parcellaire, et on s'est rendu compte d'une différence d'échelle énorme entre l'échelle industrielle et l'échelle du bâti. Et on a vu qu'il y avait que le bâti était contraint avec justement cette emprise industrielle qui était sur le front marin, avec justement une dimension très, très forte de l'industrie. Et c'est cette étude cartographique qui nous a fait aussi ne pas nous rendre compte justement de la réalité de l'échelle de l'habitat, si on peut dire, parce que
C'est-à-dire qu'en prenant les cartes, on avait vraiment cette échelle industrielle et du bâti industriel, et donc on ne prenait plus vraiment la mesure par rapport à un habitat donc avec ces zones contraintes. Ah oui, et donc aussi par rapport au GR, donc on s'en est détaché parce que justement on a vu que c'était un des GR donc, qui n'était pas justement le long du littoral. Il a eu plusieurs positions, et donc au départ, il venait sur toute la digue ici, et il a été reculé, puis encore reculé, et donc justement ça nous a aussi interrogé pourquoi il a été tant reculé, et donc il y avait vraiment cette emprise industrielle sur le front maritime. Donc je commence pour ma part, dans toute cette analyse cartographique et sur quelle place de l'architecture et quel enjeu aussi je pouvais trouver dans un territoire comme ça pour venir le reconstruire et lui donner une place selon les problématiques que j'avais rencontrées. J'ai choisi cet endroit ici à Gravelines parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette emprise industrielle et ces habitations justement qui sont contraintes par aussi l'eau, toutes ces zones humides. Et il y a un petit fascicule là, c'est juste celui-là. On a vu dans toutes les analyses qu'on a faites que Dunkerque c'est un territoire avec beaucoup d'enjeux, donc de risques de pollution, des pollutions visuelles, des pollutions de l'eau, des pollutions aussi dues à toute l'industrie, et avec beaucoup d'enjeux et de risques. Et donc en fait j'ai axé mes problématiques sur comment venir habiter des zones humides et habiter le risque. Et donc je suis venue récupérer ici pour venir travailler et questionner justement une des derniers espaces qui étaient laissés justement libres, c'est les digues de Gravelines. Et donc c'est tout un massif dunaire qui est protégé aujourd'hui, donc il y a tout un couloir écologique qui vient... Bon, pas bien, mais... Donc en fait il y a tout un couloir justement écologique qui vient redessiner une zone tampon entre justement l'industriel et toute cette ville de Gravelines. Et donc je voulais venir questionner cette zone et comment pouvoir venir habiter une zone tampon, comment pouvoir venir faire un lien aussi entre une zone industrielle qui devient un patrimoine pour justement tout ce territoire, parce qu'au final ça marque et c'est présent, et on peut pas penser Dunkerque sans son industrie. Et voilà, il y a moyen que j'oublie beaucoup de choses. Donc en mettant le bâti aussi, on voit justement la différence d'échelle aussi en fonction du bâti, ça tient pas, c'est pas grave. En fonction du bâti, donc avec les habitations et justement la centrale, et donc toute la complexité aussi de venir dans une zone qui est une zone justement protégée d'intérêts faunistiques et floristiques, à côté d'une centrale avec tout un réseau donc, de grands pylônes de lignes à haute tension. Et enfin, voilà, c'est cette zone qui avait un entremêlement d'échelle, un entremêlement de risques, et comment venir la bâtir. Parce que justement, je me suis dit aussi pourquoi il y a une zone, un couloir écologique ici assez important, et en contrepartie à côté du terminal et avec tout justement cet équilibre à essayer de chercher. Et donc mes premières intuitions justement c'était de venir, comme on en parlait, j'ai vu justement qu'on en parlait beaucoup ce matin et avec votre présentation sur les baies froids, et donc c'est de venir essayer de ponctuer quelque chose avec une tour, donc de venir par la forme, pour l'instant au-delà du programme, venir vraiment marquer le paysage avec des repères, au-delà des repères industriels qui aujourd'hui forment la ville, venir marquer des repères comme un phare, mais un phare pour le territoire, et donc venir habiter une zone comme ça avec une faible emprise au sol pour justement garder garder la dynamique naturelle et voilà, créer un repère. Mais après, j'ai pas encore vraiment de... Je voulais aussi travailler par rapport à la centrale, parce que justement, il y a... En étudiant Gravelines et toutes ces activités, il y a une activité très touristique quand même si on ne pensait pas. Il y a une des
Enfin, la centrale, c'est la centrale qui est la plus dense au niveau de la population d'Europe, dans un rayonnement de 10 km. Et il y a aussi une des plus grandes fermes agricoles d'Europe qui travaille justement avec l'eau de la centrale, les rejets thermiques, pour justement maintenir des bassins avec une agriculture constante. Et donc je voulais venir aussi puiser ces rejets thermiques pour faire par exemple quelque chose comme des bains au sol ou quelque chose qui viendrait rendre attractif et en même temps venir avec une notion de bien-être qui s'accorderait dans une dynamique de la nature et du bien-être, sans faire trop. Du coup, moi, au niveau de la situation que j'ai choisie, elle se trouve plutôt ici. Donc, c'était aussi la question d'une sorte d'entre-deux, en fait. Donc, ici, on est plutôt sur une zone industrielle, mais plutôt assez lâche, avec beaucoup d'espace de stockage. Et ici, on est sur une zone agricole, donc qui représente aujourd'hui un petit peu les dernières zones agricoles qui se présentent aussi proches du littoral. Donc cet espace, en fait, il m'intéressait parce que j'ai senti, c'était une intuition, une sorte du cycle du sol, en fait. Ici, on retrouve des traces, en fait, qui pourraient faire penser à un marécage ou un marais salant. Et du coup, j'ai un peu étudié historiquement tout ce qui s'était passé ici. Il y avait pas mal d'exploitations de sable. Donc j'ai travaillé... Merci. Alors, j'ai travaillé sur justement ce cycle du sol, donc j'ai essayé de voir en fonction de l'histoire un petit peu ce qui s'était passé. Donc avant, il y avait l'omniprésence en fait d'un marais salant au niveau de Dunkerque. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais ici on est plutôt sur la carte de 1950. Du coup, avec l'omniprésence des watering et de l'agriculture, donc pour drainer le terrain. Donc ici, on est plutôt sur une carte qui représente l'exploitation du sable sur tout ce terrain, qui en fait a tendance à s'étendre à ce niveau et au final... Donc au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie ici qui est recoupée en fait par une sorte de canal qui me semble est une dérivation des watering qui ont été supprimés en fait sur cette partie. Et du coup, il y a une question un petit peu insulaire qui est venue. Donc dans une fiction, en fait, j'ai imaginé un peu cet espace comme une île et je me suis un peu détachée du sol et j'ai pensé à une question qui me touche assez, c'est celle des... Pardon, je reprends mon zoom. C'est celle des migrants en fait et qui est quand même assez présente dans les territoires du Nord. Et du coup, j'ai imaginé un camp de migrants un peu comme quelque chose comme une île, un peu qui représente la protection voilà. Et du coup, ça serait aussi un peu en accord avec les travaux de Cyril Lanape qu'il a fait sur la jungle de Calais. Et voilà, je sais pas si c'est très clair. Si vous avez des questions. Le micro est là. Deux choses. Peut-être que vous auriez pu nous montrer des coupes, parce que ces territoires c'est des polders pour la plupart. Donc il y a un travail de l'eau, il y a un travail de gravitaire qui nécessite des ouvrages assez savants, qui auraient pu être intéressant de présenter, même à des grandes échelles. Et puis il y a un autre élément que je trouve intéressant, vous n'avez pas du tout abordé, ça valait peut-être pas le coup dans le cadre de votre travail, c'est Gravelines même, le fort Vauban, non, là, et le travail de l'eau, tout le dessin de l'eau qui est réexploité dans le cadre de la fortification. Le CAUE du Nord a monté pendant plusieurs années un programme sur les villes fortes sur le nord de la France, fort intéressant. Il doit y avoir Gravelines. Vous devriez jeter un œil parce que c'est pas inintéressant.
Donc il y a ces traces du passé qui sont quand même assez fortes et qui sont savantes dans la gestion de l'eau. Et on pourrait se poser la question aujourd'hui de la mémoire de ça et la façon dont on peut à la fois exploiter des choses nouvelles, mais en restituant des savoirs qui restent extrêmement importants. On le voit notamment chez nos voisins hollandais, qui eux préservent énormément cette mémoire-là, parce que c'est une mémoire de survie aussi. Voilà, donc c'est ces deux points qui me paraissaient importants. La coupe pour comprendre la question de l'eau, et puis ces questions de la mémoire. Et dans ce... Pardon je dis ça. Je dis ça. Juste une chose, c'est qu'en fait, Vauban, en fait, ça s'inscrit dans un dispositif au sens de l'entièreté de la frontière des Pays-Bas, entre la France et les Pays-Bas, sous le règne de Louis XIV, Vauban, qui s'appelait le Pré-Carré, et donc qui désigne un intervalle de place forte, en fait, sur un pas PAS qui est réglé, en fait, qui sont en quinconce, du reste, il y en a qui sont désormais en Belgique, maintenant, comme tournée. Et en fait, effectivement, c'est fort, et c'était devant être inondé. Enfin, les zones d'Andificandi, etc., par exemple, ce qu'on trouvait historiquement autour de la place forte de la citadelle de Lille. Mais je dis Lille parce que Lille, dans la mesure où c'était la ville dont Mauroy était maire, qu'il a été Premier ministre, et quand il a été Premier ministre, c'est l'une des premières décisions qu'il ait prises, c'est de déclasser ces zones d'Andificandi pour faire en sorte qu'à Lille, en particulier, passe le réseau TGV et la gare TGV, etc. Ça a des incidences énormes sur l'aménagement du territoire dans son ensemble. Donc là, il y a une échelle macro-géographique qui est intéressante, et par rapport à ce que disait Elisabeth, c'est une échelle micro-géographique dont il s'agit aussi à travers la coupe, sur les ouvrages d'art, etc., qui s'engagent. Et après, sur les watering, on dirait plutôt watring, en fait, enfin, dans Schnorr, on dit watring, mais peu importe, disons, dans ces deux mots, enfin, comme vous le savez, c'est l'eau et le ring, comme le cercle, en fait. Cercle d'eau, donc en fait, c'est un réseau d'eau, de circuits, qui permet à la fois de drainer les sols, et puis ensuite de pousser l'eau, comme le disait tout à l'heure Patrick Lebellec, à travers des dispositifs comme le canal exutoire, sans cesse. C'est Sisyphe, en fait, c'est un travail éternellement reproduit, et qui semble être presque à certains moments hors de notre portée à l'échelle humaine, au vu du réchauffement climatique et du relèvement du trait de côte, etc. Vous savez que dans certaines parties des Pays-Bas, les Néerlandais ont décidé de déclasser certains polders pour les restituer au monde maritime, en fait. Ça doit sans doute, j'imagine, engager des questions. Je crois qu'il y a une question là aussi. Ouais. Et au passage, je voulais juste peut-être poser une question par rapport au polder. Où est exactement la zone de polder? Parce qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus entre nous. Quelle est la partie polder ou pas? Juste, Patrick, là on est sur le cordon dunaire dans cette partie, c'est ça? On est derrière, le polder est en arrière. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, d'accord, c'est ça. Non, bah déjà bravo, parce que je trouve que les dessins et tout ils parlent pas mal. Et je voulais juste avoir une question. Je sais plus trop ce que je voulais dire en fait. Ouais, la surface sur laquelle vous avez travaillé vos projets, elle représente à peu près combien de mètres carrés? Et après, la deuxième question, c'était l'analyse que vous avez faite des sols. Qu'est-ce qui a engendré sur votre conception du projet et sur la manière d'apporter un bâti au niveau du sol? Voilà. Moi, je peux répondre au niveau de l'échelle, puisque le sol, je suis moins. Au niveau de l'échelle, justement, c'était aussi tout l'enjeu. C'est qu'on a essayé de se recentrer, de recibler. Et en fait, pour ma part, c'est un territoire très vaste. Et pour justement prendre la mesure et me rendre compte de cette envergure, pour l'instant, c'est encore très, 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 très large, parce que justement, c'est... En fait, sans être allé aussi sur le lieu, juste d'être dans les cartes... la mesure, comme je le disais, elle était prise vraiment par l'industrie, et donc pour l'instant, moi j'ai encore du mal à vraiment la fin. Donc pour l'instant, c'est assez vaste. Moi, je répondrais plus du coup par rapport à la question du sol. En fait,
moi personnellement sur le site où je me suis intéressée, il y avait toute cette question d'exploitation de sable en fait, et du coup en fonction des travaux que Cyril Hanap, donc, qui est professeur à l'ENSA à Belleville, a fait, il y avait la question, donc moi je me suis basée sur le programme des migrants, et il y avait la question du sable en fait comme apparemment une bonne surface sur laquelle s'asseoir et sur laquelle vivre en fait, dans des conditions qui sont pas forcément toujours faciles. Et du coup, c'est plutôt par là que le sol intervient dans le programme que j'ai choisi. Après, au niveau du sol, c'est surtout le côté humide, zone inondable, zone à risque. Et donc, pour l'instant, ce serait justement de travailler la verticalité avec des pieux et donc justement une emprise au sol simplement structurelle et pas forcément dans l'usage ou dans le... Merci. Oui, moi j'avais 2 questions. Donc la première, ça concerne cette idée de contrepartie dont vous avez parlé. Donc qu'est-ce que ça veut dire la contrepartie d'un écosystème lié à l'eau par rapport à l'industrie? Et ce concept de contrepartie, en architecture, est-ce qu'on fait des contreparties et pourquoi? C'est ma première question. Et puis cette deuxième question, c'est aussi, donc ça concerne aussi le sol. Finalement, si on a un sol compliqué, inconfortable, finalement, pourquoi on veut absolument l'habiter, quoi? Alors justement, ça a été aussi tout le débat. On a beaucoup parlé de pourquoi, c'était des zones justement tampons entre une zone industrielle et une zone d'habitat qui existent et qui est laissée aussi autonome par justement toute la dynamique naturelle. Et c'est une zone qui est protégée et préservée. Et donc on a eu le débat de pourquoi venir vouloir habiter l'antre absolument, pourquoi vouloir... mais justement, enfin... En fait, le choix des situations de projet, il s'est pas forcément fait en fonction d'habiter ce lieu. C'est plutôt... en fait, on a choisi plutôt en trouvant des lieux qui nous questionnaient vraiment, qui sur le territoire, on trouvait assez singuliers. Et au final, on ne s'était pas forcément concerté sur le choix des situations. Et on a trouvé justement des points communs sur ce travail du sol et sur cette question de l'entre-deux. Donc après, la question de comment venir l'habiter, on a toutes les deux un petit peu décidé de l'aborder de façon assez minime. En fait, moi, je suis plus sur des habitats temporaires qui peuvent être retirés assez facilement, et Noémie est plus sur la question de la tour et du coup l'emprise au sol la plus minime. On a eu justement ces questions de plutôt en trouvant justement un site et de se dire quelle place justement à l'architecture dans ce site-là et comment venir l'habiter, comme tu dis, mais sans forcément venir le bâtir, le construire et lui donner un usage à ce qui l'occupe déjà. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit que Dunkerque était aussi de grandes plaines où il n'y avait pas forcément d'usage et pas forcément de... Et après peut-être tu diras toi pour le cycle aussi du sol, mais moi c'était aussi l'idée de venir pouvoir donner à un site assez extrême, parce qu'en fait au final c'était le seul qui restait justement avec une communication entre les terres et entre un massif dunaire, et où il n'y avait pas justement cette emprise. Et c'était de questionner justement quelle place dans un lieu comme ça et comment venir pouvoir... Oui, pour compléter ce que vous dites, je complète ma question. Ça veut dire que, est-ce que vous considérez l'architecture comme un médium questionnant? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour faire un projet qui va être construit, mais c'est simplement vos outils à vous pour poser des questions à un territoire, quitte à ce que cette question effectivement soit fictionnelle, comme vous l'avez dit, et que finalement il n'est pas du tout question de construire quoi que ce soit à cet endroit-là. Oui, peut-être pas forcément judicieux, quoi. C'est un peu comme ça qu'on a abordé la question, étant donné en fait qu'on est plutôt parti de l'analyse vraiment du territoire à la base et pas forcément du projet ou même du programme comme première approche. C'est vrai que, en tout cas, à ce niveau, on considère, oui, enfin, pour ma part, l'architecture comme un questionnement plutôt qu'une façon de s'implanter ou de mettre juste un bâtiment ou quoi que ce soit. Et aussi pour votre première question sur la question compensatoire, c'était quelque chose qu'on a vu plutôt sur des politiques de ville en fait.
C'était ici, il me semble qu'ils ont implanté un terminal méthanier. Et c'était, en fait, ils ont décidé de créer cette zone et de dire qu'elle était en compensation de ça. Moi, il me semble qu'il y a parmi nous un spécialiste des enjeux par rapport au piquage de Romain Rousseau, des enjeux d'une architecture qui serait questionnante, médium questionnant pour reprendre ta terminologie, une architecture qui questionnerait même la question de l'habiter ou de l'habitabilité, dans le sens où doit-on toujours fabriquer de l'architecture habitable ou à habiter, enfin, je ne sais pas, qui serait peut-être M. Fontenas. Oui, parce que je me rapporte à ton travail de diplôme, par exemple. Il y a longtemps, mais oui, c'est toute la question qu'on pourrait réactualiser. Il y a une forme archéologique on pourrait dire d'urbanisme automatique, là, qui est la centrale de Gravelines, mais c'est vrai, on pourrait re-questionner ce territoire sur sa prédisposition à évacuer de manière plus ou moins large toute population humaine pour y implanter tout ce qu'on pourrait y mettre d'automatique, Gravelines étant déjà le point d'entrée ancien mais efficace de la chose. Un peu menacé par la montée des eaux quand même, parce que... oui, c'est... Oui. Et pour la balnéothérapie, effectivement, Fukushima est en avance sur Gravelines, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour la pêche aussi, je pense. Mais en même temps, on voit bien que cette question de... C'est la manière dont l'industrialisation, la modernité tardive a créé des zones d'exploitation automatique, sur lesquelles la question de l'habitabilité était d'emblée exclue, donc qui est une chose qui a accompagné toute la révolution industrielle depuis l'origine. Ça a commencé par les stockages, par les châteaux d'eau, par les choses de ce genre, très anciens, sans parler des premiers projets d'usines automatisées à la fin du XVIIIe siècle. Mais on voit aussi que ces vieux territoires industriels ne sont pas forcément ceux qui s'y reconvertissent le plus facilement en même temps. Il y a aujourd'hui, dans les data centers ou les grands centres de logistique automatisés préfèrent d'autres circuits, d'autres positionnements que ces vieux sites industriels. Très, très clairement. Et par contre, il y a une autre, par rapport aux conséquences industrielles, votre exposé me faisait revenir quelques questions que j'avais été confronté sur, alors non pas sur Dunkerque, mais plutôt sur le bassin lillois, matière d'eau, qui étaient les conséquences de l'arrêt des pompages industriels. À Lille, par exemple, le niveau de nappe phréatique a remonté de manière très conséquente à la fin du XXe siècle, enfin dans les années 90, suite à l'arrêt de tous les pompages miniers. Pendant un siècle, le niveau de nappe avait été maintenu à un niveau extrêmement bas pour vider l'eau des mines. Je ne sais pas si... Et d'un seul coup, on réapprenait qu'il y avait eu un niveau de nappe qui n'était pas celui-là qu'on avait oublié depuis un siècle. Est-ce que comme ça, dans la ville de Lille, il y a des sous-sols qui étaient parfaitement secs pendant des décennies, qui d'un seul coup sont mis à être inondés parce qu'on a arrêté de pomper. Alors je ne sais pas si ça a des incidences sur les niveaux d'eau et ces choses jusqu'au littoral industriel. Oui, mais il y avait les conséquences de... Il n'y avait pas que les bassins miniers, il y avait les oui. Oui, ça allait jusque-là. Hein. Et puis les industries lilloises textiles pompaient pour d'autres raisons aussi, pas pour assécher. Moi, je trouve ça super intéressant ce que vous avez montré, parce que c'est un truc sur lequel on s'était penché aussi, c'est le territoire vu par l'eau et les réseaux d'eau. Ça fait quand même notre identité territoriale. Et du coup, par vos cartographies, vous parlez d'une relation de l'homme au bâti que nous, on vit fortement. C'est la dimension, le gigantisme de la zone industrielle et nous, là-dedans, quand on y circule, quand on regarde, quand on se sent tout petit. C'est un peu la relation à l'habitat individuel dont vous parliez, qui a une échelle démesurée, quoi, à côté. Et autre chose aussi, alors
en fait, tout ce que vous racontez aussi, c'est un truc qui est encore ressenti, c'est comment les zones d'habitat ont été coupées de la mer par les zones industrielles aussi. Il n'y a plus d'accès, alors qu'avant, chaque village avait son accès en direct à la mer. Et je voulais repartir aussi de toujours cette relation à l'homme, à celui qui habite, le rapport à l'eau. Parce que là, effectivement, vous n'en parlez pas, mais si vous revenez à Dunkerque, ça va peut-être intégrer votre étude. On est sur, si je reglisse, il y a Gravelines, mais encore plus Dunkerque, sur une ville dessinée par l'eau. Il y a des bras d'eau qui dessinent la ville, mais qui font frontière, ou qui font lien aussi entre les gens. Il y a des parcelles d'eau qui génèrent des lieux de vie particuliers autour de ces parcelles. Et du coup, ça aussi, c'est une façon d'habiter. Par le biais de l'eau, il y a une façon d'habiter particulière à la ville, je trouve, et qui est intéressante. Remettre un peu le rapport aux habitants par cette structuration d'eau. Et votre document aussi, alors je sais pas parce qu'on n'en a pas parlé, mais votre document avec les coupes et celui avec toutes les différentes eaux, je trouve ça super bien aussi. Ça, c'est très très intéressant. Je me demande si les mesures compensatoires, vous parliez du terminal méthanier, donc oui, c'est ça, hein, un accès qu'on a connu, un super endroit, voilà, interdit d'accès. À nouveau, il faut voir, début 2000, vraiment, on pouvait se promener partout dans le port, partout, sous Solac, hein, sous le quai minéralier. C'est terminé, Vigipirate, etc., des instances. C'est pour ça que le grand pont de la digue du Brec est fermé et il ne sera pas réparé. C'est pour Vigipirate. On nous dit qu'il est en réparation. Ça fait 10 ans qu'il est en réparation. Donc il ne sera jamais réparé parce que ça protège de l'afflux de touristes dans ces zones-là. Les 19 zones, les 19 cercles concentriques Céveso, c'est aussi la réalité de Dunkerque. Voilà, donc... Mais t'as pas construit un pont pirate avec non, pas là. Parce que là, c'est vraiment surveillé. Un pont flottant. Et je pense que la zone dont vous parliez à côté de la centrale de Gravelines, je me demande... C'est pas une zone accessible, piéton si. On peut s'y promener dans cette zone? Oui, il y a un camping juste ici. Il y a des parcs, il y a le parc du Polder et justement toute la lagune ici de la M Saint-Paul. D'accord. Et alors sur les cartes, sur les plans, on dirait qu'il y a justement des petits cheminements qui sont laissés libres dans le massif du Nerf, même si bien qu'ils disent qu'il est protégé et préservé. D'accord. Ça, c'est Grand Fort Philippe, hein. Non, c'est Gravelines. C'est la plage de Grand Fort Philippe, mais ouais, je sais pas. Parce que Grand Fort Philippe, c'est... Non, je pense que... Non, parce que ça, c'est le chenal d'entrée. Le chenal d'entrée, donc tu as Gravelines... Non. Ah oui, non. Oui, t'as raison. C'est Petit Fort Philippe et Grand Fort Philippe. Voilà. Ok, ça marche. De chaque côté du bras. Et les pré-salants, les marais salants, tout ça, il y en a, il y en avait plein apparemment dans l'histoire de l'arrière-pays. Ça remontait très très loin dans le Marais. C'est quelque chose qu'on... moi j'ai pas cherché, mais j'ai pas trouvé de carte de ça. De carte des anciens usines à sel, en fait, fabriques de sel. Parce que ça remonterait bien avant Louis XIV. Hein. Ça remonte. Ouais, il y a justement les cartes de Cassini où on voit ici il y a toute une zone plutôt, mais il le décrit comme un marécage en fait. Oui. Donc c'est pas forcément toute la question du sel, elle n'est pas forcément cartographiée et c'est dur de trouver des informations. Ouais.